morts et 24 blessés. Un autocar transportant des personnes du troisième âge se renverse dans les Pyrénées-Orientales. Saddam Hussein place la France en première ligne de son offensive diplomatique pour trouver une solution de paix. Alain Prost garde l'espoir d'être champion du monde de Formule 1, le Français vainqueur en Espagne. Madame Simone Veil, grand témoin ce soir du 19-20, ancienne présidente du Parlement européen, mais toujours députée à Strasbourg. Simone Veil commente l'actualité du jour, bien sûr, mais aussi l'actualité internationale, avec le sommet de l'enfance à New York et à 3 jours de l'unification allemande. Bonjour, bonsoir, mais tout de suite cet accident d'autocar dont les causes restent inexpliquées dans les Pyrénées-Orientales. 6 morts, 24 blessés, toutes des personnes âgées originaires de Calais. Jean-Paul Gerroir. Une course folle de 50 mètres sur une pente légère, un large virage, une chute dans un ravin de 5 mètres, un autocar disloqué. Fin tragique ce matin à Ur, près de Bourg-Madame, d'un circuit touristique de 10 jours dans les Pyrénées. 6 morts, 4 femmes et 2 hommes, tous âgés d'une soixantaine d'années, 24 blessés, 13 légers et 11 graves. Mais on sait désormais que la vie d'aucun d'entre eux n'est en danger. Ils ont été transportés en hélicoptère vers les hôpitaux de Perpignan et de Prades. L'autocar transportait 28 personnes âgées, toutes originaires du Pas-de-Calais. Selon les responsables de la société Calais Art de Transport, ses propriétaires, le véhicule a été révisé tous les 6 mois, comme la réglementation l'exige. Toujours selon cette société, le chauffeur présente toutes les qualités de sérieux. Légèrement blessé, il a expliqué qu'une défaillance des freins est à l'origine du drame. Un passager, lui, a affirmé que le conducteur a stoppé pour une raison inconnue quelques minutes avant l'accident. Ce soir, la veille commence dans la chapelle ardente dressée à Ur. L'Irak souhaite le dialogue mais exclut toujours un retrait du Koweït. Dans une allocution télévisée aujourd'hui, Saddam Hussein a placé la France en première ligne de son offensive diplomatique pour la paix. Commentaire, Nathalie Ether. Le langage des menaces et des avertissements doit être remplacé par celui d'un dialogue pacifique. Des mots qui changent des diatribes habituelles diffusées par la télévision irakienne et signées Saddam Hussein. Et pourtant, aujourd'hui, à travers son présentateur attitré, le président irakien a bel et bien appelé à la paix et à une situation raisonnable. Cette solution pour Saddam Hussein, François Mitterrand lui-même pourrait l'avoir amorcée. Selon Bagdad, le chef d'État français a récemment développé des idées qui pourraient servir de base à un règlement de la crise. Lundi dernier, devant l'Assemblée générale de l'ONU, François Mitterrand avait affirmé que tout serait possible si Bagdad annonçait son intention de se retirer du Koweït. Le président français a présenté un plan en 4 points. D'abord, le retrait de tout dispositif militaire du Golfe, irakien comme occidental. Ensuite, l'organisation d'élections libres au Koweït. Enfin, la tenue d'une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient. Est-ce la solution globale préconisée par Saddam Hussein qui parle de contact entre la France et l'Irak? Pour l'instant, le Quai d'Orsay ne se prononce pas. Le Quai d'Orsay qui vient de se prononcer à l'instant, il n'y a pas actuellement de contact particulier entre les gouvernements français et irakiens sur la crise du Golfe. C'est ce que vient de déclarer ce soir un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères qui ajoute « Les seuls contacts entre Paris et Bagdad sont ceux que l'ambassade d'Irak entretient à sa demande avec le Quai d'Orsay ». Cette déclaration de Saddam Hussein intervient alors qu'à l'ONU, on envisage désormais la possibilité d'une opération armée contre l'Irak si Bagdad ne se plie pas à la volonté internationale. Les États-Unis perdent patience et ils ont reçu aujourd'hui le soutien de l'Union soviétique par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Edouard Shevardnadze a déclaré que l'URSS se plierait à toute résolution du Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'elle participerait à une éventuelle opération militaire de l'ONU. Le recours à la force nécessiterait toutefois l'aval de la Chine car Pékin dispose du droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Madame Veil, vous croyez que l'on puisse entrer aujourd'hui dans une logique de paix ? Je crois qu'on peut entrer dans une logique de paix si Saddam Hussein lui-même le souhaite. Car pour l'instant, c'est lui qui, par sa position non seulement rigide, mais sa position en escalade permanente pour aller de plus en plus loin et provoquer la communauté internationale à empêcher tout dialogue qui pourrait aboutir à une diplomatie. Évidemment, cette diplomatie suppose, dès le départ, que Saddam Hussein accepte
de retirer ses troupes du Koweït et de reconnaître l'indépendance de ce pays, alors qu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un pays annexé et qu'il a même pris des dispositions sur le plan local pour l'intégrer au territoire irakien. Alors, sur le rôle précisément de la France, le discours de François Mitterrand à l'ONU ouvrait la porte au dialogue. Par rapport à la logique de guerre, il y a eu une évolution de la diplomatie française. C'est-à-dire que je crois que la France, non, je ne crois pas du tout que ce soit un revirement. D'ailleurs, vous parlez de ce discours qui a lieu il y a quelques jours déjà, et hier, la France a été tout à fait solidaire de ces déclarations très fermes faites par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, disant que l'embargo serait fermement maintenu jusqu'à ce que les troupes quittent le Koweït et qu'il y ait une reconnaissance de Saddam Hussein de la situation hantée du Koweït et de son indépendance. Mais simplement, je crois que la France tient à montrer qu'elle est ouverte à toute possibilité de négociation avec les pays arabes et avec l'Irak notamment, dès lors qu'il y a une possibilité pour Saddam Hussein, il y a des possibilités pour Saddam Hussein, il y aurait des négociations à faire à condition que cette question soit résolue. Alors, à propos des pays voisins de l'Irak, je vous propose d'écouter cette déclaration faite par Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Défense, qui était l'invité ce soir du grand jury RTL Le Monde et qui estime que le comportement de certains chefs d'État voisins donc de l'Irak n'a rien à envier à celui de Saddam Hussein. Je crois qu'il faut également, quand on parle de cette région du Moyen-Orient, avoir une vue d'ensemble. Parler de l'Irak, mais parler aussi de ses voisins et du comportement de certains chefs d'État voisins, qui n'a certainement rien à envier à celui de Saddam Hussein. Le Moyen-Orient, ce n'est pas le Liechtenstein. Alors, qui est visé à votre avis, Madame Veil? La Syrie au Liban, Israël dans les territoires occupés par Jean-Pierre Chevènement? Je veux dire que je ne sais pas du tout, mais en tout cas je trouve extraordinaire qu'un ministre en exercice, et pas le moindre des ministres, le ministre de la Défense, profère en fait de véritables accusations contre des chefs d'État sans les nommer. Et je trouve qu'il y a là quelque chose d'extrêmement grave, qui d'ailleurs n'est pas tellement étonnant quand on pense aux propos qu'il a déjà tenus il y a quelques semaines sur le conflit en général et sur le fait que dans ce conflit, on avait tout à fait tort de suivre une ligne qui est celle que l'on suit actuellement. Et j'estime que c'est tout à fait qu'un ministre de la Défense puisse en ce moment adopter un tel profil, prononcer de tels propos, alors qu'il y a des troupes françaises qui sont non pas engagées dans un conflit, heureusement, mais qui sont tout de même sur le territoire sur lequel il pourrait y avoir un conflit et des forces engagées. Il y a là un risque de démobilisation des troupes qui sont sous ces ordres que je trouve extrêmement grave et qui est quelque chose de tout à fait extravagant. Votre sentiment, Jean-Pierre Chevènement devrait démissionner? Je pense que c'est pour lui un problème qui le regarde et sa conscience. Je me souviens des propos qu'il disait en disant quand on est ministre, on ferme sa gueule ou on s'en va. Je pense qu'en ce moment, il doit peut-être lui-même se poser la question et pouvoir y répondre. Autre dossier du jour, le sommet mondial de l'enfance aux Nations Unies. Devant les représentants de 70 nations, le président américain George Bush a souligné qu'un nouvel ordre mondial était en construction et il a appelé la communauté internationale à sauver et à protéger ceux qui en seront demain les citoyens et les dirigeants. Sur 3 milliards d'enfants dans le monde, 14 millions mourront cette année, a ajouté le président américain, qui a toutefois réaffirmé que les États-Unis ne signeraient pas la Convention des droits de l'enfant adoptée par l'ONU, notamment parce que cette convention interdit la peine de mort pour les moins de 18 ans ou encore ne reconnaît pas le fœtus comme un véritable enfant. Philippe Pister. L'avortement, sujet de division numéro 1 des États-Unis. Depuis de longs mois, les pour et les contre se disputent la rue, surtout depuis juillet 89, date à laquelle la Cour suprême, composée à majorité de conservateurs, est revenue sur un arrêt légalisant l'avortement en 1973. Elle renvoie donc aux États le droit de légiférer en cette matière. Depuis, 6 États ont tout simplement interdit l'avortement, beaucoup couplés vivent aux hôpitaux qu'ils pratiquent. Même problème quant à la peine capitale. En juin dernier, la Cour suprême confirmait le droit des États à exécuter les mineurs de plus de 16 ans. Sur les 36 qui appliquent la peine de mort, 25 l'autorisent pour les mineurs, 4 exécutions en 10 ans. Bref, puisqu'en ces domaines, la loi fédérale ne s'impose pas à celle de chacun des 50 États américains, George Bush ne peut légalement signer cette Convention des droits de l'enfant, à moins que la Cour suprême ne revienne sur ses décisions.
Et avec les élections de novembre qui viennent, qui sont très importantes, puisqu'il y a le renouvellement de toute la Chambre des représentants, du tiers du Sénat et à peu près la moitié des gouverneurs, je pense que le président Bush ne peut pas prendre le risque de se mêler de ça du tout. Donc la Cour suprême ne bougera pas, à mon avis. Et dans l'état d'esprit de l'administration actuelle, qui est en principe au pouvoir encore pour 2 ans, je ne pense pas qu'il se passe quoi que ce soit sur ce plan-là. Autre problème directement relatif à cette Convention des droits de l'enfance, la politique sociale américaine. L'administration Bush a hérité de l'administration Reagan et de son tour de vis sur les programmes sociaux. Résultat, sur 350 millions d'Américains, 32 millions de pauvres, la moitié sont des enfants. Aucun espoir de vie normale pour eux, sans compter la drogue, la criminalité, conséquence directe de cette politique de Washington. La politique américaine, les conservateurs qui font pression finalement sur le gouvernement américain pour qu'il ne signe pas la Convention des droits de l'enfant parce que le fœtus n'est pas reconnu comme un véritable enfant. Oui, et aussi parce que la peine de mort peut être prononcée aux États-Unis contre des mineurs, ce qui est tout à fait horrible. C'est d'autant plus extraordinaire que, comme on vient de le signaler, certains États interdisent la peine de mort pour les mineurs et certains États, surtout, autorisent l'avortement. Alors, je crois que c'est un peu une pratique des États-Unis, ce n'est pas la première fois, on peut le regretter d'ailleurs, qu'ils ne signent pas des conventions des Nations Unies. Et lorsqu'on parle beaucoup aujourd'hui du renforcement des Nations Unies, de leur poids qui, à la suite des événements du Golfe, devrait devenir plus important, il faudrait souhaiter que les conventions des Nations Unies soient signées, ratifiées par beaucoup plus de pays et qu'elles soient respectées. Alors, je voudrais d'ailleurs souligner que la France est un des quelques pays, rares pays industrialisés, qui a signé, pas encore ratifié, elle n'a pas eu le temps, mais elle vient de signer cette convention des droits de l'enfant. Mais ce qui est plus grave, quand on parle des conventions des Nations Unies, c'est qu'en réalité, ce sont des conventions qui n'ont pas de sanctions. Alors, c'est un engagement souvent purement formel. Alors qu'il existe en Europe des conventions, la Convention des droits de l'homme et j'espère bientôt une Convention européenne des droits de l'enfant, qui sont sanctionnées par la Cour européenne des droits de l'homme, qui d'ailleurs même sanctionne déjà quelquefois à travers ces textes les droits des enfants. Dans certains cas, il est possible de pouvoir saisir la Cour des droits de l'homme et d'imposer, alors, dans ce cas-là, au gouvernement de prendre les dispositions législatives nécessaires et même aux tribunaux de tenir compte de ces conventions. Alors je crois que c'est ça qu'il faut viser avec les Nations Unies, c'est qu'il y ait vraiment des conventions applicables, parce qu'aujourd'hui tout le monde signe, mais en réalité ces conventions n'ont pas de réel effet. Puisque vous parliez de l'Europe et concernant les enfants, nous avons tous en mémoire l'image de ces mouroirs d'enfants en Roumanie. Vous, parlementaire européenne, ancienne présidente du Parlement européen, vous militez pour que l'Europe s'engage financièrement, parce que finalement c'est un problème financier, pour que l'on puisse sauver ces enfants? Écoutez, non seulement je m'engage comme parlementaire européen, et je voudrais d'ailleurs dire que je n'avais pas attendu les événements de Roumanie pour déposer à plusieurs reprises des résolutions, et que j'étais souvent très seule, et que je vois aujourd'hui, l'année dernière encore, j'avais déposé une résolution qui n'a pas été adoptée, que la plupart des groupes n'ont pas voulu adopter, qui était pour sanctionner Ceausescu et prendre des dispositions en faveur de la Roumanie. Et je préside une fondation, enfin une association que nous sommes en train de créer pour justement nous occuper de ces orphelinats roumains. Très rapidement, l'opinion a le sentiment que les sommets, les conventions, les résolutions ne servent souvent à rien. Concrètement, non, là, les ce conventions, sommet des Nations Unies... Les conventions européennes, elles servent à beaucoup, elles servent à des choses parce qu'il y a des sanctions que les gouvernements et les tribunaux sont obligés absolument de tenir compte des termes de ces conventions. C'est la différence avec les conventions des Nations Unies. Et puis effectivement, il y a des crédits, il y a une action concrète. Je vous parle de cette association dont nous avons déjà déposé les statuts et où nous voulons très concrètement faire des choses, c'est-à-dire prendre en charge un orphelinat et nous occuper concrètement des enfants là-bas. Ne pas les transporter en France, mais mettre du personnel à disposition, former du personnel roumain. Et j'espère que nous trouverons les crédits nécessaires. Nous sommes en train de nous en occuper auprès d'un certain nombre d'entreprises, auprès d'un certain nombre de particuliers, pour faire cette action très concrète de la prise en charge d'un orphelinat où il y a ces enfants dans un état de très très grande détresse.
Autre dossier qui vous intéresse, dans 3 jours seulement, la RDA cessera d'exister pour réintégrer l'Allemagne fédérale. Un grand pas vers la réunification a d'ailleurs déjà été accompli avec l'union monétaire et l'introduction du Deutschmark, un contact brutal avec l'économie de marché qui a véritablement fait imploser l'économie est-allemande. La réunification sur fond parfois de chômage technique à Leipzig, reportage de Claude Guénaud et de Philippe Basquin. Moins d'un an après la chute du mur, l'Allemagne de l'Est n'a pas hésité à jeter ses symboles par-dessus bord. Dans la cour de cette usine en démolition, les traités d'économie socialiste ont rejoint les gravats. Les plaques de rue dédiées aux héros du communisme sont appelées à subir le même sort. Les Allemands de l'Est ont rapidement adopté leurs nouvelles idoles, tout droit venues de l'Ouest. Sans transition, ils sont passés du socialisme au capitalisme. L'introduction du Deutschmark en juillet dernier a tout accéléré. À Leipzig, les banques ouest-allemandes ont pignon sur rue. Les firmes installent leurs succursales. La publicité devient envahissante. Dans les magasins, les produits occidentaux, autrefois rares et chers, sont en abondance, alors que ceux de RDA ont disparu des étalages. Pour l'Hi-Fi, les téléviseurs par exemple, nous n'avons presque plus de produits fabriqués en RDA. Nous avons encore des produits de RDA, mais vraiment en très petite quantité, environ 5 à 10% de l'ensemble. Conséquence de cette entrée dans la société de consommation, l'industrie, l'agriculture ont perdu brutalement leurs débouchés intérieurs. Ils licencient en masse. Les couloirs de l'agence pour l'emploi de Leipzig sont pleines du matin au soir. La RDA a mis près de 2 millions de salariés en chômage ou en chômage technique. La crise frappe aussi de plein fouet le bâtiment. Les caisses de l'État et des municipalités sont vides. La moitié des contrats ont été annulés faute d'argent. Avec les loyers que nous percevons actuellement, il n'est plus possible de rénover ou de maintenir les logements en bon état. Normalement, une hausse des loyers est inévitable. Chômage et loyers plus chers sont les principales craintes des Allemands de l'Est. Pourtant, en regardant les rues de Leipzig, le travail de reconstruction est énorme. Mais pour l'instant, les capitaux manquent encore. Les Allemands de l'Ouest, bien que présents en nombre, attendent d'y voir plus clair pour se porter acquéreurs des nombreuses entreprises en faillite. Ils se contentent dans l'immédiat d'étendre leurs réseaux commerciaux, tandis que leurs cousins de l'Est manifestent leur impatience en se demandant combien d'années il leur faudra pour rattraper le niveau de vie de l'Ouest. Aussi bien pour l'Allemagne que pour l'Europe, la réunification est-elle allée trop vite? Elle est allée un peu vite, oui. Je dirais que pour l'Allemagne, en tout cas pour la République démocratique d'Allemagne, je crois qu'il y avait une nécessité parce qu'il y avait une fuite des gens qui était absolument considérable chaque jour et qu'en même temps il y avait tellement de réformes à faire que ça mettait un climat d'angoisse et d'attente qui était très, très mauvais pour les entreprises. Il fallait donc aller vite. En même temps, je crois que nous, autres Européens, et en tant que communauté européenne, nous avons été bousculés. Il n'y a peut-être pas eu toujours la coopération qui aurait été nécessaire. Je participe au Parlement européen à une commission spéciale pour l'unification. Même pour ce qui concerne les textes d'adaptation, nous sommes très bousculés à tel point que la commission de Bruxelles est obligée de prendre des mesures transitoires. On lui a donné une délégation complète parce qu'on n'avait pas le temps de tout prévoir. Et qu'il aurait fallu aussi que les opinions publiques s'y préparent davantage. En même temps, c'est un événement extraordinaire. C'est la fin de la guerre, vraiment. Le 3 octobre, il ne faut pas être blasé. C'est une date qui marque la fin de la guerre, qui marque aussi la réelle réconciliation entre nos pays et qui marque non seulement la fin de la guerre, mais la réunion non seulement entre les deux Allemagnes, mais la réunion de l'Europe elle-même. Alors, je voudrais vous proposer ce numéro spécial, ce supplément que sort le Figaro demain, supplément de 32 pages, consacré à la renaissance d'un géant. La réunification allemande, vous le voyez, la renaissance d'un géant, avec notamment en dernière page une lettre très touchante de Marlène Dietrich qui a aujourd'hui 4 fois 20 ans. Et puis un sondage que publiera le Figaro demain, réalisé avec la Sofres, aussi bien en France qu'en Allemagne. Le grand marché inquiète 57% des Français et seulement 42% des Allemands. Et puis un autre chiffre aussi, 62% des Français estiment que la domination allemande est inévitable dans la future Europe. Commentaire sur ces deux chiffres. Oui, la domination allemande, inévitable, je crois que les Français ont tout à fait tort de le penser, et qu'il faut absolument leur dire que ça dépend très largement d'eux.
Sur le plan démographique, d'ici quelques années, nous allons avoir rattrapé les Allemands. Les Allemands vont descendre et nous allons augmenter. Le taux démographique de la natalité aujourd'hui est beaucoup plus important. Et sur le plan économique en général, si l'on prend secteur par secteur, dans bien des domaines, la France est tout aussi bien placée que l'Allemagne et pourrait parfaitement être dans une situation de concurrence tout à fait égale à l'Allemagne. D'autant que pendant plusieurs années, même d'assez longues années, ça va être pour l'unification va être une très lourde charge sur le plan économique pour la République fédérale. Donc je crois que les Français devraient au contraire profiter de cette période difficile pour les Allemands pour rattraper peut-être ce qui est aujourd'hui un retard et essayer de se placer, par exemple, vers les pays de l'Est et les pays d'Europe centrale, les autres qui comptent beaucoup sur nous et ne veulent pas être complètement dépendants des Allemands. En France, le comité directeur du Parti socialiste a réaffirmé aujourd'hui sa volonté de rassembler d'abord à gauche dans la perspective des futures élections, sans écarter pour autant des alliances avec les écologistes ou avec les centristes. En clair, pour assurer sa future majorité aux élections, le Parti socialiste va devoir se livrer à une véritable gymnastique. Daniel Sportiello. Pour trouver une majorité, le PS doit tourner la tête, sur sa gauche et sur sa droite, au risque d'attraper le torticolis. Difficile en effet de tendre à la fois la perche des alliances aux dissidents communistes, aux centristes de la France unie ralliés par Jean-Pierre Soisson et aux écologistes réunis par Brice Lalonde sous la bannière majorité présidentielle. D'où la stratégie définie par Pierre Mauroy. Un PS fort d'abord, une gauche rassemblée ensuite, avec des états généraux de la gauche l'année prochaine. La majorité présidentielle enfin, pour rassembler ceux qui soutiennent l'action de François Mitterrand. Et le centre-gauche n'a qu'à bien se tenir. Les désistements au deuxième tour pour un communiste ne souffriront aucune exception. Dès lors que nous aurons une stratégie électorale, une tactique électorale, il ne peut pas être question d'avoir une majorité présidentielle où les uns agissent dans certaines circonscriptions d'un sens et où les autres agissent d'un autre sens. Ceux qui viennent avec nous, ce sont ceux qui sont parfaitement décidés à soutenir l'action du président de la République, soutenir l'action du gouvernement et de le faire suivant les mêmes modalités électorales. Inutile de convoiter le siège des élus socialistes sortants, déclarant en outre le PS aux reconvertis de fraîche date. Jean-Pierre Soisson peut reprendre son bâton de pèlerin. Pour prêcher sur la droite du PS, la voie est étroite. Le discours socialiste est compatible toujours avec la politique d'ouverture ? Écoutez, la politique d'ouverture, on n'en parle plus beaucoup depuis un certain temps, et qu'aujourd'hui les socialistes essayent de récupérer les voix que ne peuvent manquer de perdre les communistes. Quand on entend M. Marchais, comme on l'a entendu l'autre jour, expliquer qu'il n'y a que Cuba qui soit fidèle à la ligne, il y a là une bonne récupération à faire. Je crois que c'est ça la priorité pour les socialistes aujourd'hui. Société, épilogue sans violence à Hermont dans le Val d'Oise. Le forcené s'est rendu ce matin aux policiers sans faire aucune nouvelle victime. Réfugié dans son appartement depuis hier après-midi, il menaçait de tuer sa femme qui avait entamé une procédure de divorce et ses 2 enfants. Chômeur âgé de 33 ans, le forcené avait blessé hier 5 policiers et un riverain avec son fusil. Il s'est donc rendu ce matin à 11 h. En sport, Alain Prost n'a pas perdu tout espoir d'être champion du monde de Formule 1. Il a fait le plein aujourd'hui en Espagne, la victoire sur le circuit de Jerez et l'abandon surtout d'Ayrton Senna. Caroline Sims. 2 hommes pour une seule place. Prost dans la roue de Senna doit tout faire pour l'empêcher de gagner et d'être champion du monde. Sur ce circuit tortueux où il est difficile de doubler, les arrêts au stand vont être décisifs. Prost s'arrête le premier pour changer de pneu. Senna limitera peu après, mais ne pourra revenir sur son rival. À la mi-course, Alain Prost est en tête avec plus de 16 secondes d'avance sur le Brésilien. L'écart ne cesse d'augmenter et Prost s'arrêtera même une 2e fois sans perdre de place. Car la McLaren a des problèmes. Elle fume et Mansell va doubler Senna. À 19 tours de l'arrivée, Senna abandonne à cause d'un problème de radiateur. 2e surprise, Berger s'arrête, victime de la Williams de Boutsen. Aucune McLaren ne terminera. Prost franchit la ligne avec 22 secondes d'avance sur Mansell, suivi de Nannini. Le Français a repoussé l'échéance au Grand Prix du Japon. À 9 points de Senna, il doit gagner les 2 derniers Grands Prix s'il veut être champion du monde. Difficile, mais le suspense reste entier. Gagner au Japon, non, c'est pas mission impossible car je crois qu'on aura beaucoup de mal face aux McLaren qui sont vraiment dans leur jardin. Honda prépare toujours des moteurs avec beaucoup de
de précaution pour ce Grand Prix. Ils veulent gagner là-bas, c'est tout à fait normal. Mais je crois que Ferrari peut vraiment jouer une bonne carte là-bas parce qu'on a un châssis qui est super. Et dans les grandes courbes de Suzuka, on doit être vraiment très bien. Retour à l'unification allemande par le truchement du sport. Pour la première fois aujourd'hui, le marathon de Berlin s'est déroulé dans les deux parties de la ville et les coureurs sont passés symboliquement sous la porte de Brandebourg. Reportage à Berlin, Didier Balèze et Georges Minangois. Depuis hier soir et jusqu'à mercredi, de grandes fêtes animent le Kudamm et la porte de Brandebourg. 200 000 visiteurs étrangers, polonais, tchèques, hongrois. Certains provinciaux ont même pris une semaine pour célébrer deux événements, le 3 octobre et le marathon de Berlin. Au moment où le voile se lève sur l'avenue du 17 juin, les athlètes s'échauffent. Parmi eux, un Français dont c'est la première visite dans l'ancienne capitale du Reich. L'émotion est très forte, ça c'est sûr. Et bon, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui et pouvoir passer sous cette porte Brandebourg. J'aimerais bien y passer un test, l'émotion serait encore plus forte. Paris tenu pour Thierry Pantel. Dans son sillage, dès 9 h, ils seront près de 30 000 compétiteurs à franchir l'arche symbolique sous l'œil de 20 chaînes de télévision. Je suis pour le marathon. C'est l'événement de l'année, non? Il y a 60 nations représentées. Le sport permet l'union des deux villes. C'est super, maintenant on travaille main dans la main avec l'Ouest. Vous savez, moi à 70 ans, je n'espérais plus. Aujourd'hui c'est fantastique et ça pour tout le monde. Construit sur décision politique, détruit par la volonté du peuple, le mur laissera longtemps des traces. On n'efface pas à coups de pelleteuse ou de Deutsche Mark 40 ans de déchirure. Le marathon aujourd'hui, c'est un symbole. La plus longue des courses de fond traduit peut-être une volonté, mais aussi le long chemin à parcourir avant de parvenir à une véritable identité nationale. Les mentalités, la mémoire ne peuvent oublier totalement cette dramatique page d'histoire. Madame Simone Veil. 15 secondes, dans 3 jours, c'est aussi l'union culturelle allemande? C'est par la culture que les Allemands vont s'unir. Et je trouve qu'on est tout à fait insuffisamment alerté sur les rapprochements qui peuvent se faire par le sport. Le chancelier Kohl me le disait il y a 10 ans, il n'était pas encore chancelier, mais par aussi l'intérêt qu'ils ont à un nouveau modèle de société et notamment l'environnement. Je crois que c'est une chose qu'on ne voit pas. Ils ont une même conception de l'évolution et de la modernisation de notre mode de vie et je crois que c'est là que se situera peut-être les tentatives, je ne dis pas d'hégémonisme allemand, mais d'une certaine volonté de se présenter comme un modèle. Merci Madame Simone Veil d'avoir été le grand témoin de cette édition. Je vous rappelle que ce soir à 20h30, FR3 diffuse en hommage à Stelvio Lorenzi le téléfilm Les Rosenberg ne doivent pas mourir. Je vous retrouverai donc à 23h35 pour Soir 3. Pardon à Michel Touré de lui avoir volé quelques secondes de météo. À ce soir.